Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à l'algorithmique, qui est en fait la suite des 3 vidéos précédentes que j'avais déjà consacrées à ce sujet. Alors pour rappel, très rapidement, dans les vidéos précédentes, nous avions vu un algorithme qui nous permettait de définir si un nombre était premier ou pas. Et pour réaliser cet algorithme, nous avions utilisé 3 structures de base définies en algorithmique, qui sont les séquences, les branchements et la boucle, qu'on appelle aussi la loop en anglais. Et donc cet algorithme des nombres premiers, en fait, utilisait ces 3 éléments dans son implémentation. Donc je ne vais pas m'attarder de trop sur tous les algorithmes utilisant ce type de séquence, puisque bon, la plupart des algorithmes entre guillemets simples qu'on peut retrouver dans des jeux très basiques peuvent utiliser ou peuvent être définis en utilisant simplement ces structures. Donc ici dans la vidéo, j'aimerais qu'on passe un niveau un tout petit peu supérieur. Donc là on était plutôt dans le niveau PG Teen. Ici l'idée serait peut-être de passer dans le niveau PG 13. Okay, donc ici on va venir avec un nouveau problème qui consiste à calculer les nombres premiers de 1 à 10 000. Alors pour faire réaliser cet algorithme, il y a différentes manières. On pourrait faire un copier-coller 10 000 fois de l'algorithme précédent, ce qui n'est peut-être pas la meilleure option, étant donné que ça va quand même nous coûter cher en termes de lignes de code et au risque d'erreur. Ou bien regrouper le code dans un élément de structure particulier qui nous évitera justement ces duplications multiples et qui pourra être appelé à plusieurs reprises, et c'est l'approche que nous allons retenir. Alors pour regrouper ces instructions, il y a des structures de regroupement d'instructions qui font partie de l'algorithmique d'une manière générale, et on en distingue en général 3 grandes familles. Donc on a ce qu'on appelle les macros, et les macros en fait ce sont des instructions qui vont être quelque part représentées par un label, et chaque fois qu'on va indiquer ce label, les instructions vont simplement être recopiées. Alors il y a certains langages qui utilisent des macros, par exemple le préprocesseur C fonctionne uniquement sur base de macros. Il y a des langages comme SAS par exemple qui utilisent abondamment les macros. Et voilà, le concept c'est simplement avant compilation, on copie-colle le code et le compilateur produira systématiquement un résultat assemblé, compilé par rapport à ce code dupliqué. Donc d'un point de vue mémoire, c'est pas très d'un point de vue optimisation et des places mémoire de l'algorithme, c'est pas génial du tout. Donc on va plutôt aller vers une autre approche qui consiste, qui est l'approche qu'on appelle la procédure, qui consiste en fait à compiler un code une fois à un endroit spécifique et à le rendre appelable dans différents endroits du programme. D'accord ? Une autre variante de la procédure, c'est ce qu'on appelle la fonction. Alors c'est exactement comme la procédure, mais la fonction a la particularité de pouvoir retourner une valeur, un petit peu comme les fonctions en mathématiques. Alors, il faut savoir que ces fonctions et ces procédures, d'ordinaire, prennent généralement des paramètres d'entrée. Donc ce sont des variables qu'on va pouvoir indiquer au moment de l'appel. Par exemple, pour les nombres premiers, si j'en fais une fonction, ce qui serait le plus, à mon avis, propice, eh bien, je pourrais définir une variable qui serait la variable n et qui serait le nombre à considérer comme étant premier ou pas. Le retour serait, par exemple, une variable y qui serait de type booléen, c'est-à-dire qu'il me renverrait un true si le nombre est premier, un false si le nombre ne l'est pas. Alors, le symbole de cette structure, donc de cette structure algorithmique, en général ressemble très fort à l'instruction de base, à la séquence de base, sauf qu'ici je vais lui adjoindre 2 barres verticales pour indiquer que c'est un agrégat ou un regroupement d'instructions. Alors dans le code, il faudra évidemment définir la fonction, on verra que ça se fait d'une certaine manière, et aussi appeler la fonction à d'autres endroits. Alors un autre mot concernant ces fameux paramètres x1, x2, xn qui sont passés à la fonction, par rapport à leur stockage dans la mémoire de l'ordinateur. Alors il faut comprendre que la mémoire de l'ordinateur, en général, elle est constituée de 2 éléments fondamentaux. Il y a ce qu'on appelle le heap ou le tas,
Et puis on a ce qu'on appelle la stack, c'est-à-dire la pile. Alors le heap en général il contient les variables, les structures, les objets dits globaux, ou qui sont des objets en général lisibles mais aussi modifiables, hein, donc qu'on appelle en anglais mutables. La stack, elle, en général, contient les arguments de fonction qui sont en fait des valeurs copiées. Donc si vous passez une variable en paramètre comme argument à une fonction, comme paramètre à une fonction, on parle de passage par valeur, c'est-à-dire que cette valeur va être copiée dans la fonction. Donc si quelque part dans la fonction on modifie la valeur, eh bien l'état de la fonction de cette variable avant l'appel ne sera pas modifié. Donc ces objets sont non mutables quelque part. Alors la stack se comporte vraiment comme une pile d'assiettes, c'est-à-dire que si vous passez 3 paramètres, eh bien vous passez le premier paramètre, vous empilez le deuxième dessus, vous empilez le troisième, et quand le système lit les paramètres donc, à l'intérieur de la fonction, il va dépiler les paramètres en passant du plus récent jusqu'au plus vieux. Donc c'est le last in, first out. Donc en gros c'est vraiment comme la pile d'assiettes, c'est la dernière assiette posée sur la pile qui sort en premier. Voilà ce qu'on appelle une pile LIFO dans le jargon. On verra dans une autre vidéo ce que tout ça signifie. Alors, fort de cette nouvelle architecture, ou en tout cas de cette nouvelle structure, hein, je vais pouvoir écrire ce fameux algorithme qui va afficher tous les nombres premiers de 1 à 10 000. Alors la première idée, c'est de transformer ma fonction, de transformer mon algorithme qui déterminait si un nombre était premier ou pas, pour le placer dans une fonction qui va prendre en argument le nombre considéré et qui va me renvoyer comme résultat le nombre est vrai ou faux, true ou false en anglais. Donc c'est très simple, je démarre mon algorithme, j'initialise i à 1, si i est plus petit ou égal à 10 000, je teste si i est premier, si i est premier j'affiche i, sinon je n'affiche rien du tout. Dans les deux cas, j'incrémente mon index. Si l'index est plus petit que 10 000, je reteste à nouveau. Est-ce que le nombre est premier? S'il est premier, je l'affiche. S'il n'est pas premier, je l'affiche pas, etc. Et je boucle comme ça jusqu'à 10 000. Quand j'arrive à 10 001, je sors évidemment de cette fameuse boucle et mon programme est terminé et j'obtiens la liste des nombres premiers de 1 à 10 000. Alors comment on implémente ça? Bon, ici, moi, je me suis pas trop foulé avec Scratch. Hein. Je sais qu'il y a moyen de faire des fonctions en Scratch, mais enfin, bon, ici, je préférais utiliser un langage pour lequel j'ai un petit peu plus l'habitude que Scratch. Donc je l'ai à nouveau, j'ai à nouveau repris cet exemple en C++. Donc on retrouve évidemment ce qu'on avait déjà vu dans l'implémentation précédente, dans la vidéo 3 sur les algorithmes. Donc cette fameuse bibliothèque IOStream, ce fameux namespace std qui va être utilisé pour la fonction pour l'opérateur cout, hein, qui permettra de le différencier d'un potentiel autre cout. On sait ici que c'est std:2.2.cout. Ici je vais initialiser i en dehors de toutes les fonctions, donc il va être initialisé de manière globale, donc il va se retrouver ici dans le heap. Et je vais créer ma première fonction qui est isPremier, ou isPremier en anglais. Donc cette fonction en fait va prendre en paramètre une variable n qui est mon nombre entier à considérer. Et ici je vais implémenter l'algorithme que j'avais implémenté précédemment, c'est-à-dire je vais vérifier que mon nombre, je vais tester tous les diviseurs et je vais tester que mon nombre est premier. Alors ici j'ai fait un petit peu de simplification, hein, donc je dis simplement que la boucle ne change pas, mais j'utilise ici un concept parfois très souvent utilisé en C, qui est la double affectation, c'est-à-dire que je vais affecter à R le modulo de n par rapport à i, donc le reste de la division de n par rapport à i, et les parenthèses ici, suivies d'une égalité à 0, vont tester que le résultat placé dans R est bien égal à 0. Si c'est le cas, i égale i plus 1, et c'est terminé. Alors ici, je me suis un tout petit peu compliqué la vie, et je peux me la simplifier facilement, parce que je peux simplement faire, si R est différent de 0, eh bien, donc je peux faire ici, R égale 0, si R est égal à 0, c'est que mon nombre n'est pas premier. Donc je retourne false, pardon,
donc je retourne false, sinon je retourne vrai, parce que le nombre est différent de 0. Voilà. Alors ça c'est ce qu'on appelle un opérateur ternaire, et ça me permet d'éliminer les bouts de code qui sont ici. Donc s'il est égal à 0, donc ça veut dire que j'ai trouvé un diviseur, je renvoie false, sinon je renvoie true. Okay, donc ça c'est une écriture un peu simplificatrice en C. Alors je le fais ici pour vous montrer un peu les capacités d'écriture du langage. En pratique, c'est pas tout le temps conseillé. Hein. Ça peut être marrant parce qu'on se dit ouais, j'ai écrit des trucs abominables en quelques lignes de code, mais en pratique, ça peut devenir sur des algorithmes, enfin sur des programmes beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes, avec des boucles imbriquées, avec des tas de variables définies dans tous les sens, ça peut devenir totalement illisible et très difficile à maintenir par la suite. Donc ça c'est ce qui concerne ma première fonction. Alors ici j'ai défini une procédure. Alors donc là comme j'ai vu j'ai un nombre entier en entrée. Le résultat c'est un booléen, donc je vais retourner un booléen. Ici c'est une procédure parce que le résultat retourné c'est void. Donc ça veut dire que je ne renvoie pas de résultat. Par contre j'ai en entrée un nombre entier. Et là je vais simplement afficher ce nombre. Alors là vous vous souvenez, hein, de par la vidéo précédente, que main est le point d'entrée en fait d'un programme écrit en C ou en C++. Donc qu'est-ce que je vais faire dans ce main? Je vais simplement implémenter l'algorithme qui est ici en utilisant une boucle for. Donc je vais simplement boucler de 1 à 10 001 et je vais pour chaque valeur de i tester si cette valeur, si ce nombre est premier ou pas. S'il est premier, je l'affiche, s'il n'est pas premier, je ne l'affiche pas. Voilà. Donc ça c'est l'algorithme tel qu'il devrait être implémenté. Alors on va le tester. Alors, je viens de faire une modification, donc c'est assez magnifique. Donc il s'appelle premier2.cpp, hein, donc le voici, donc je suis dans le répertoire ici, donc je peux le reprendre avec VI, hein, parce que bon c'est avec VI, mais c'est vrai qu'on l'aime bien VI, mais enfin bon, il y a parfois des limites. Comme il ne m'affiche pas les nombres, hein, c'est tenu comme ça, il me les affiche. Et j'ai presque la vision de Visual Studio Code, donc voilà, donc on retombe bien sur le bon algorithme. Voilà, je vais sortir de là, et là je vais, comme précédemment, faire un petit G++ de premier2.cpp. Alors comme j'ai fait une modif avec l'opérateur ternaire, j'espère que ça va marcher. Jusque là ça marche, j'obtiens donc un AOut, ça c'est moins génial, donc je vais simplement l'appeler par exemple -o, et je vais l'appeler premier 2. Voilà, je vais faire le rm-rf de AOut parce que je vais faire ces fichiers, il ne me sert plus à rien. Et si je lance premier.2, j'espère que ça va marcher. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Ah oui, petite astuce du C, évidemment quand j'écris un programme C comme ça, je peux utiliser évidemment les pipes du C, donc par exemple le more ici, donc je vais pouvoir checker comme ça tous les nombres de 1 à 10 000 et retrouver la liste de ceux qui sont premiers. Ok, donc voilà, c'est pas très, enfin bon, c'est un petit peu long, donc on va l'arrêter en cours de route, donc voilà. Donc rien de très complexe et de très compliqué jusque là, hein, mais on voit quand même quelque part un peu la puissance de cette définition, parce que je vais pouvoir appeler ce code des milliers, même des millions ou des centaines de millions de fois, hein, il suffit juste que je modifie ici ma valeur, et je peux avoir tous les nombres premiers que je veux, suivant la borne que je vais placer ici. Voilà. Ça c'était pour la petite histoire, donc voilà pour l'exemple en C++. Alors donc j'en ai parlé rapidement ici, donc il y a une portée aussi au niveau des variables qui est assez importante à préciser, et je reviens un petit peu sur ce que j'ai défini ici. Donc cette variable est une variable globale, c'est-à-dire que cette variable, si je ne la redéfinis pas ici évidemment je l'ai redéfinie, donc c'est un peu particulier, mais elle sera connue dans toutes les fonctions. D'accord? Alors ça peut paraître bien, mais c'est extrêmement dangereux à utiliser parce qu'une variable globale, si une des fonctions modifie sa valeur de manière inattendue, cela peut avoir des répercussions tout aussi inattendues dans les autres fonctions qui vont l'utiliser. Donc c'est quelque chose que généralement on a tendance à proscrire. Ici je l'ai fait exprès, hein, parce qu'en général je n'utilise pas de variable globale, ou très peu.
c'est très très rare, hein. Parfois on n'a pas vraiment le choix, mais il faut vraiment bien les préciser et être très prudent en les utilisant. Mais je voulais montrer ici par exemple que dans la fonction print, j'utilise le i. Et en fait le i qui est ici est une variable locale, c'est-à-dire que je me fiche, de même que le i qui est ici est une variable locale, c'est-à-dire que quelle que soit la valeur que j'ai donnée à i ici, si i est égal à 1, là je vais commencer, le i égale 1, en fait il va être passé à n. D'accord ? Et le fait de redéfinir i ici dans la variable locale, c'est la redéfinition locale qui va prendre le pas sur la variable qui est là. Donc en gros, i sera bien, le i qui est ici évidemment ne sera pas modifié, puisque comme j'ai dit, les variables qui sont définies dans les fonctions sont des variables locales, et les valeurs de ces variables ici sont passées par valeur, donc elles sont copiées dans n, donc il n'y a pas de raison que le i ici, qui est local, aille modifier le i ici qui est global. Donc j'ai aucun risque dans cette écriture de me retrouver avec un i qui est égal à n dans la boucle qui est ici. Donc là c'est une boucle qui travaille sur une variable à portée globale, la valeur est copiée dans n, cette valeur est copiée, donc n'est pas modifiable, même si je modifie n, il n'y aura aucune modification par rapport à la valeur i ici. La variable locale i est redéfinie ici, quelle que soit la valeur de i ici, je m'en fiche, et la boucle va travailler avec. Même chose ici, le fait que je passe i en argument, ça redéfinit la variable locale qui est là, donc c'est comme si j'avais deux variables i, la variable globale qui est là. Donc en gros c'est comme si j'avais deux variables i, une variable i globale qui est dans le heap et une variable i locale qui est dans la stack, mais qui sont deux variables totalement différentes malgré qu'elles ont le même nom. Donc la variable ici contiendra la valeur du i qui est là, bon, qui n'est pas de bol, c'est la même que la globale, enfin bref. Mais même si, je veux dire par là, même si c'était différent, il n'y aurait aucun problème parce que la valeur est copiée dans une autre variable et cette variable est redéfinie au niveau de la stack et donc ne va absolument pas aller interférer avec la variable dite globale. Donc la portée des variables, c'est quand même un truc assez intéressant. Et donc comme dit ici, les variables globales sont définies partout, les variables locales sont définies uniquement au sein d'une fonction et inconnues partout ailleurs. Définies et inconnues ailleurs. C'est peut-être un peu mieux. Et donc comme je l'ai dit, une variable redéfinie localement outrepasse la variable globale, c'est-à-dire que c'est la valeur de la variable locale, c'est la variable locale en tout cas qui prendra le pas sur la variable globale. Donc si ma variable locale est initialisée, ou même si elle n'est pas initialisée, mais je veux dire, elle ne prendra pas fondamentalement la valeur de la globale parce qu'elle a été simplement redéfinie au niveau local, et la variable globale ne sera pas affectée par cette variable locale parce que comme dit ici, les variables locales ne sont définies qu'au sein de la fonction ou de la procédure qui la définit et nulle part ailleurs. Ok, alors la gestion des fonctions et des procédures, alors ça c'est assez sympathique comme approche puisque donc les fonctions qu'on a vues ici ou les procédures qu'on a vues parfois sont extrêmement génériques et pourrait être réutilisé dans différents programmes. Un exemple idiot, c'est la fameuse fonction print que j'ai définie ici, qui me permet d'afficher un entier avec un retour de chariot. Je pourrais, et je vais voir, avoir d'autres programmes qui auraient besoin de cette fonction print, par exemple. Eh bien, ce que je peux faire, je peux créer, et ça on verra par la suite, une bibliothèque de fonctions qui est un fichier, un module, qui va contenir tout un ensemble de fonctions prédéfinies. Alors on appelle ça des librairies, des bibliothèques, des modules, des paquets, des dependencies, ce sont tous des termes plus ou moins similaires à cette notion de bibliothèque, c'est-à-dire de fichiers contenant toute une série de fonctions opérant dans le même domaine. Ok, donc ces fonctions, elles sont écrites par exemple en C, et quand je vais créer un nouveau programme C, je vais simplement faire appel à ces fonctions, elles seront recompilées au moment de la compilation et seront linkées dans mon programme. Alors il existe un autre type de librairie, de bibliothèque de ce type, ce qu'on appelle les API, les Application Programming Interface. Alors ça, en général, ce sont des bibliothèques qui offrent des services inter-applications. Donc c'est-à-dire qu'en gros, là, c'est plus bêtement une application qui va recompiler automatiquement la librairie, mais cette librairie va être définie au sein du système d'exploitation
et pourra être utilisée de manière dynamique. Donc je ne vais pas devoir la recompiler à chaque fois, elle sera compilée là une fois, elle sera mise à disposition des diverses applications, et ces applications vont pouvoir utiliser les fonctionnalités à travers le système d'exploitation, ou même carrément à travers un serveur web. Quand on parle d'API REST, c'est un peu ça l'idée, c'est des fonctions mises à disposition par un serveur web, et vous pouvez l'appeler via une URL et récupérer, en passant des paramètres, récupérer des résultats. Alors en Linux, en Unix, on appelle ça des SO, c'est-à-dire des shared objects, parce que en général une librairie compilée, enfin, une bibliothèque compilée, c'est un fichier .o, c'est un fichier objet. Une SO en Linux ou en Unix, c'est un share object, donc c'est un objet partagé par différentes applications qui a été compilé une fois et qui ne doit plus être recompilé. En Windows, on appelle ça des DLL, et comme je l'ai dit, en web, on appelle ça du REST. Vous irez voir la définition d'acronyme par vous-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces modules, en fait, sont généralement compilés, ils arrivent en version .o. On n'a pas toujours les sources. Et ce qui va se passer, c'est quand on les lit de manière statique, eh bien, ces dépendances vont être liées au programme après la phase de compilation. Donc en gros, je vais compiler tous mes fichiers CPP ou C, et une fois que ces fichiers seront compilés, je vais récupérer l'ensemble des bibliothèques, des fichiers .o, et je vais faire un link avec tout ça, et je vais produire un fichier exécutable qui va se fier, ou en tout cas utiliser les différentes fonctions, enfin en tout cas les différentes bibliothèques qui lui seront utiles et qui auront été définies. Ok, donc ça c'est un aspect, on va le voir après, c'est assez amusant parce que la gestion des dépendances, quand on fait de la distribution de programmes, ce qu'on appelle parfois du release management, ça peut très très vite devenir un casse-tête chinois parce que, par exemple, si vous n'avez pas les bonnes dépendances, un exemple idiot avec les share objects ou les DLL, si par exemple on verra que votre programme, ou votre installation de Linux n'a pas certains composants utiles au programme, eh bien ça va poser un gros problème et le programme ne risque de ne pas fonctionner de la bonne manière. Ou si ces bibliothèques sont là mais pas avec les bonnes versions, ça risque de poser des problèmes, et on arrive souvent à une problématique bien connue des développeurs qui vont vous dire « mais je ne comprends pas que le programme ne marche pas chez le client, chez moi ça marche ». Et donc une façon par exemple de résoudre ce problème, donc cette gestion des dépendances, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une technologie de container. Donc si vous avez peut-être déjà entendu parler de Docker, qui est une technologie justement qui permet de faire des pseudo-virtualisations de petites parties du système d'exploitation qui font tourner un process ou des process bien particuliers, et qui permettent quelque part de faire tourner sur une machine indépendante une espèce d'instance minimale de la machine, par exemple, de développement. Et ce qui permet évidemment d'éviter, en tout cas d'isoler c'est pas une machine virtuelle, c'est beaucoup plus petit que ça, mais d'isoler en tout cas ce petit système, ce petit écosystème qui fonctionne là comme ça de manière indépendante, avec ses bonnes versions de DLL, avec ses bonnes dépendances, etc. Je rentre pas trop dans les détails, on y reviendra un tout petit peu par la suite, à la fin de cette vidéo. Alors, d'ailleurs, on y revient d'ailleurs maintenant. Donc, tout ça pour dire que, par exemple, quand on parle de ces bibliothèques, donc comme j'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure de Docker, une façon très utilisée en C, quand on veut déployer, par exemple, un package ou un programme. En Linux, je prends toujours l'exemple de Linux parce que c'est toujours celui qui est à mon sens le plus simple. Enfin bon, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais donc on va l'utiliser en fait ce qu'on appelle un tarball. Donc le tarball en fait il contient l'ensemble de votre programme complètement zippé. Donc ça se présente sous la forme d'un nom de fichier .tar.gz. GZ pour gunzip, donc c'est le fichier zippé, tar pour tarchive et pas goudron comme on pourrait l'imaginer. Et donc ce tarchive en fait il contient, le GZ c'est un tarchive zippé qui contient l'ensemble des fichiers qui me seront utiles pour compiler mon programme et donc toutes ces dépendances. Donc c'est pour ça que quand vous installez un fichier quand vous installez un tarball from scratch sous Linux, et je pense que sous Unix c'est plus ou moins exactement la même chose, vous tapez une commande qui s'appelle le /configure, donc en général dans le tarball le développeur a défini
une petite application qui s'appelle Configure et qui permet de vérifier que l'environnement est correct. Donc si vous n'avez pas Docker, vous avez toujours cette option qui permet d'aller checker morceau par morceau que l'environnement est plus ou moins correct. Alors ça marche, évidemment, ça c'est ce qu'on utilisait au tout début, autant un peu plus héroïque, avant Docker en tout cas, puisque bon, c'est très difficile de prévoir tous les cas. En général, on prévoit les gros cas, on dit oui, ok, les configurations ont l'air correctes. Si on a oublié un petit élément, on risque d'avoir des problèmes. Donc autant dire que si le configure ne passe pas, par exemple si vous devez utiliser G++ pour compiler votre programme et que G++ n'est pas installé sur votre install de Linux, je vais dire c'est pas la peine d'aller plus loin. Le configure va vous envoyer un message en disant c'est bon les gars, laissez tomber, ça ne marchera pas. Alors une fois que le configure est passé, il dit ok, toutes mes librairies sont là, tout est bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, je peux lancer la commande make qui elle va construire mon exécutable en tenant compte des fichiers de sources principaux, mais aussi de toutes les dépendances, donc des fichiers objets ou des potentiels fichiers SO, etc. Des librairies internes à Linux que je vais devoir placer dans les options de compilation pour que mon exécutable fonctionne correctement. Alors cette manière de construire toutes ces dépendances, donc make c'est une commande, slash configure c'est un programme qui est fourni avec l'exécutable, make c'est une commande générique de Linux. Et quand vous l'appelez comme ça de manière tout à fait implicite, elle va faire appel à un fichier qui s'appelle le makefile et qui contient évidemment toutes ces options de compilation, l'appel au compilateur, la bonne version du compilateur, ainsi que le lien à toutes les dépendances. Alors on fera un exemple, comme ça on verra, parce que dit comme ça c'est un peu bizarre, mais c'est assez logique finalement. On fait une espèce d'IQ, une Installation Qualification, donc on vérifie évidemment que tout est là, c'est le rôle du slash.configure. C'est un programme, mais que c'est un programme qui est plutôt dans l'USRBin, donc c'est un programme générique dans le pass de Linux. Et le makefile, lui, il est contenu aussi, comme le configure, dans le tarball, puisque c'est lui qui va donner la manière dont on doit compiler le programme. Alors ça a l'air trivial, mais quand vous avez des programmes extrêmement complexes qui font appel à des centaines de bibliothèques dans tous les sens, ça peut devenir vraiment très très compliqué, vraiment très casse-tête, très compliqué à déployer, et c'est pour ça que des systèmes comme Docker ont vu le jour et ont donné naissance à une approche qu'on appelle par exemple le DevOps, ce qui permet quelque part de scripter, d'automatiser le déploiement d'applications directement dans l'environnement de production, puisqu'on va simplement déployer des containers de type Docker. Alors la grosse différence entre un conteneur Docker et une virtual machine, en gros c'est qu'il est 100 fois plus léger. Si vous devez installer 15 virtual machines sur votre PC, vous allez complètement tuer la machine. Et encore, je parle du mien ici, qui est un Ryzen 7 Weaker avec 16 Go de RAM. Si j'essaie d'installer 15 VM là-dessus, ça va le tuer complètement. Par contre, 15 containers Docker, il va les accepter sans trop de difficulté. Voilà. C'est juste pour la petite histoire.